Apriori.tv, récit de vie. Entretien avec Lucette Guyonneau, janvier 2022, épisode 3/3. Comment percevez-vous le monde? Bonjour Lucette. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur votre perception du monde actuel, sur des problématiques actuelles que l'on va mettre en parallèle avec des problématiques de votre époque. Donc je vais commencer par vous demander, est-ce que vous aviez des rêves étant enfant ou adolescente? Quels étaient-ils et est-ce que vous avez réussi à les accomplir? Alors, une chose pour laquelle je rêvais, tout au moins je pensais que c'était établi et que j'ai réalisé, c'est que j'ai été maman. Voilà. Okay. Et que ça m'a particulièrement comblée, si vous voulez. Hein. Et pour être maman, il a bien fallu que je sois en couple, bien sûr. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari avec qui je m'entends très très bien. Malheureusement, il est mort très jeune, puisque j'ai été veuve à 48 ans. Voilà. Mais ça c'était... Et puis c'était dans l'ordre établi des choses, mais c'était quand même un désir que j'avais, surtout de maternité. J'ai toujours aimé les enfants. Voilà. Et j'en voulais à moi. J'en ai eu 3. Oui, vous en vouliez beaucoup? Écoutez, j'ai été longtemps à fille unique, puisque ma sœur n'est arrivée que 7 ans après. Donc, j'avais le désir d'en avoir. Le nombre m'importait peu, mais d'avoir plusieurs enfants, oui. J'avais cette envie de ça. Bon, okay. Là-dessus, c'est réussi. Voilà. Et donc, toujours quand vous étiez adolescente ou quand vous étiez enfant, comment vous définissiez la femme accomplie? Je mets des guillemets, mais je pourrais aussi le formuler comme quel parcours est-ce que vous glorifiez à cette époque? Bon, d'abord, premièrement, à cette époque-là, c'était ce que moi je souhaitais aussi, c'est-à-dire être mère aussi. C'était, comment dirais-je, une vocation naturelle de la femme. Oui. Est venu ensuite après, mais plus tard, que les femmes avaient besoin d'émancipation personnelle, même si maman, qui était chez nous, qui travaillait à la maison parce qu'elle était culottière et giletière, c'est-à-dire elle travaillait pour son frère et pour son père, et qui était ailleurs, disons. Hein, elle était couturière, donc elle avait un métier. Mais elle travaillait quand même chez elle. Hein. Elle était quand même très émancipée, si vous voulez, en ce sens que papa n'a jamais brimé. Enfin, c'était un couple qui s'entendait très bien, quoi, disons, hein, qui s'engueulait, parce que l'un était basque, mon père était basque et maman était bretonne, alors ça faisait des étincelles, mais ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde. Et maman a eu toujours des activités, par exemple, elle a fait la bibliothécaire bénévole pendant des années et des années, parce que mon père et ma mère, qui n'étaient pas, qui n'ont jamais été à la faculté ou compagnie, qui avaient peu d'école, si vous voulez, mais ont toujours été des autodidactes parce qu'ils lisaient énormément, et de tout. Des choses sérieuses, des choses plus anodines, mais de tout. Et maman, en tant que bénévole bibliothécaire, aussi s'était bien formée. Elle avait même passé un petit examen, je ne me rappelle plus ce que c'était exactement, où elle a été reçue. Elle était très heureuse de ça, parce que c'était sa passion. Elle me l'a communiqué, sa passion, et à ma sœur aussi, d'ailleurs. Donc, elle était déjà une personne moderne, si vous voulez, à l'époque, hein, disons. Et papa s'était occupé du basket, puisqu'il a été un des créateurs du basket ici dans les Pyrénées-Atlantiques, mais je crois que je te l'ai dit. Et donc, il avait lui aussi son pré-gardé, si l'on peut dire, sportif, quoi, disons, et maman ne lui a jamais empêché de partir le dimanche, par exemple, arbitrer ou accompagner des jeunes faire du basket. Non, ça a toujours été. Et maman, qui a toujours regretté de ne pas être un homme, parce qu'à ce moment-là, les femmes ne faisaient pas de sport de sa génération, disons, aimait aussi beaucoup le sport. Et nous allions, quand j'étais adolescente, avec maman, papa souvent partait au basket, et nous allions voir le rugby ici à la section paloise. Okay. Ce qui était très novateur pour une personne non seulement de sa condition, de femme, bien sûr, et à l'époque, certaines y allaient avec leur mari, mais toute seule avec sa fille, c'était assez rare. Maman, voilà, c'est ça. Ce qui fait que, bon, j'ai une dimension un peu moderne très vite, quoi. Oui. Voilà.
Vous aimez toujours le rugby aujourd'hui? Alors, je me réjouis quand il gagne, mais non, je ne m'y intéresse beaucoup plus que moins, ça. quoi, disons. Hein, voilà. Donc, de ce que vous Et êtes moi, en- je n'ai pas fait de Pardon. sport. Oui, Moi, je n'ai pas c'est fait vrai? de sport. Alors, j'avais commencé un peu le basket, mais comme je suis très myope et astigmate, il aurait fallu que le panier de basket s'approche pour que le ballon y rentre dedans. Donc, pour résumer, quand vous étiez adolescente ou une jeune femme, être une femme accomplie, c'était être une mère qui était autodidacte, ce qui ne se privait pas. Qui ne se privait pas, voilà, de À côté, lecture, ouais. mais aussi de partager avec des associations, compagnie, d'avoir une vie personnelle quand Oui, même, oui, c'est d'avoir important. une vie personnelle sous diverses formes, en fonction de ce qui se présentait. Ok. Voilà. Donc, de ce que vous êtes en train de dire, vous avez eu un contexte familial qui était, comment dire, très ouvert sur le monde. Très ouvert sur le monde, oui. Et est-ce que vous pensez avoir joui d'une éducation qui était particulière pour votre époque, qui était un petit peu, qui n'était pas la norme? Oui, parce que, par exemple, toutes mes copines n'avaient pas des parents qui lisaient beaucoup. Parce que chez nous, c'était plusieurs livres dans le mois qu'on lisait, les uns les autres, et on se les passait. Et disons, ça n'existait pas, ça. De même qu'il y avait des discussions au moment des repas, on parlait de tout avec mes parents, disons. Alors, il y avait des sujets d'actualité, politique. Mon père s'en occupait pas beaucoup de politique, maman non plus. C'était pas, enfin, ils votaient, c'était des gens qui votaient, mais c'était pas ça, mais des problèmes de société souvent. Alors les problèmes de société n'étaient peut-être pas tout à fait les mêmes que ce dont on parle maintenant. Disons, c'était autre chose, c'était peut-être plus succinct, disons, mais bon, les problèmes de société, on les voyait aussi. Oui, il en existait disons. aussi. Voilà, les classes sociales, on a eu parlé de ça, on a eu parlé de religion aussi, puisque chez nous quand même, mon père surtout était croyant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ni intégriste, ni rien de tout ça, mais profondément spirituel, quoi, voilà, plus que maman. Mais on parlait de ça, voilà. Et est-ce que vous pensez que sans l'influence de vos parents, vous en seriez là aujourd'hui? Je pense pas, non, parce que la première enfance et puis l'adolescence est quand même très marquée par le milieu familial, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Et je pense que dans un certain sens, pour mes enfants, ça a été un peu ça aussi, puisque j'ai continué un peu sur la lancée, quoi, disons. Même si on n'a pas toujours les mêmes idées, disons, mais le respect, on l'a les uns des autres. Et donc vous parliez un peu moins, on va dire, de politique avec vos parents, etc. Mais est-ce que vous vous souvenez d'une femme politique qui vous a marqué, qui vous aurait marqué? Il y a eu bien sûr Simone Veil, 10 ans. Il y a Gisèle Halimi, par exemple, aussi. Alors, c'est une qui personne. c'était? Parce que moi, je connais C'était une avocate et qui a fait progresser aussi la reconnaissance des femmes, disons. Ce qui a marqué, par exemple, ma jeunesse, c'est tout ce qui était autour de la contraception. Oui, Le mot est bien venu, sûr. Okay. Oui. Puisqu'à ce moment-là, malheureusement, les femmes subissaient d'avoir des enfants. Bon, certaines choisissaient d'être maman, enfin toutes on voulait, mais bon, c'était la quantité qui était, voilà. Et peut-être pas au même âge. Bon, on a connu la méthode Ogino, il y a beaucoup de petits-enfants qui sont de la méthode Ogino, qui était basée sur la température et compagnie, voilà, bon, mais qui était très aléatoire, quoi, disons. Et puis après est venue la pilule et ainsi de suite, enfin tout ça. Et ça, la contraception, ça a été un grand sujet, par exemple, pas vraiment dans mon adolescence, un peu plus âgée. Et les interdits religieux, les interdits moraux, les interdits de ceci, de cela. On parlait aussi d'avortement, où quand même c'était non seulement interdit religieusement, mais c'était interdit moralement aussi, quoi. Parce que à cette époque-là, vraiment, on considérait que c'était un crime, quoi, en fait. On en parlait avec les copines, d'accord. Même chez nous, on en parlait aussi, enfin, voilà, quoi.
Oui, c'était un sujet important. C'était pour un la sujet période. important, Oui. c'était un sujet important, c'était quelque chose qui préoccupait. Alors après la guerre, je pense que ça a été différent parce que juste dans les années 40 et compagnie, beaucoup de papas étaient partis donc à la guerre. Certains furent prisonniers pendant des années. Donc il y a eu, quand ils sont revenus, ceux qui ont pu revenir, malheureusement les autres, ce n'était pas le problème. Il y a eu bien sûr des naissances à ce moment-là, mais il fallait repeupler la France aussi, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Et est venu aussi avec, comment dirais-je, l'indépendance par rapport au travail des femmes. Oui. Et est-ce qu'il y a des changements, je dirais, sociétaux que vous déplorez aujourd'hui? Je ne sais pas si cette question vous fait sens. Des changements, je n'ai pas d'exemple vraiment en tête, mais globalement, je peux dire que c'est pas que je les déplore, c'est que je pense qu'il y en a certains qui sont mal établis, comment dirais-je, qui auraient été une bonne chose et qui sont un peu dévoyés quoi, de leur sens premier. D'accord. Je pense. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des changements sociétaux qui vous réjouissent? Oui, bon, cette liberté qu'on a pour les femmes, bien sûr, puisque je me place quand même sur ce terrain des femmes, quoi. Mm-hmm. Mais c'est une autre chose. Je crois qu'il faut aussi s'adapter, il faut essayer de comprendre. C'est pas toujours facile pour certains, pour d'autres, oui. Quand on a suivi l'évolution pas à pas, on l'accepte. Quand on s'est bloqué sur quelque chose, on n'accepte pas. Oui. Voilà, ça il y a un blocage. Mais il y a quand même des évolutions très performantes quand même. Hein, mais tout est une question d'interprétation aussi de ça. Ça peut pas... On ne peut pas satisfaire tout le monde, je suppose. On ne peut pas satisfaire tout le monde, et puis chacun réagit avec sa propre façon de voir les choses, quoi, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Et donc vous nous avez dit avoir eu 3 enfants. Oui. Alors quelles valeurs avez-vous voulu leur transmettre? Je ne sais pas si j'ai vraiment voulu, je crois que ça s'est fait d'une manière très très naturelle, quoi, à travers des conversations. L'acceptation de l'autre, quoi, autant que possible, hein, même s'il y a des moments c'est difficile, quoi, il faut quand même dire ce qui est. L'acceptation de soi-même aussi, ça aussi, c'est très difficile. Oui. Et puis c'est en fonction aussi de leur ressenti personnel. L'attachement à la famille, c'est important aussi, même si chez nous, on est très indépendants les uns des autres. Hein. Oui. Mais enfin, quand il y a un coup dur, et ça je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps avec mon fils aîné qui a perdu sa compagne, mais là, à ce moment-là, ils se rapprochent, même s'ils ne voient pas souvent, puisqu'ils sont dispersés d'un côté et de l'autre, mais ça y est quand même, ça. Hein. Il faut savoir qu'on peut toujours compter sur sa famille, je suppose. Voilà, dans les limites de ce qu'ils peuvent donner. C'est toujours pareil aussi. Hein, évidemment. Voilà. Et selon vous, dans quel monde donc vos enfants et vos petits-enfants vont-ils grandir et vieillir? Alors, ça ne sera pas un monde facile, je ne pense pas. Parce que je pense qu'on a... d'ailleurs, on le voit avec le Covid maintenant et toutes les restrictions qui s'imposent que nous n'avions pas avant. Je crois que on a eu une vie très gâtée pendant certains moments, pour certains. Mais il y a toujours eu une frange de gens qui n'ont pas eu la vie facile. Il faut quand même dire ce qui est. J'ai eu cette chance, je dis bien cette chance, et en même temps cette corvée, de faire partie de la commission locale d'insertion, la CLI, et on étudiait les cas des gens qui avaient le RMI à l'époque, mais le RSA c'est pareil maintenant, pour des aides spécifiques, et en plus du RMI. Par exemple, quelqu'un qui avait besoin de formation. Vous voyez, de formation, d'une aide quelconque. Donc j'ai fait partie de ça, et j'ai quand même eu à travers ça la vision de gens quand même qui étaient dans une panade terrible, quoi. Enfin, une pauvreté terrible. Oui. Il y avait de la misère, hein, disons. Mais le gros quand même de la masse, on avait
une vie quand même relativement confortable. Parce que moi, quand même, j'avais eu la vie de pendant la guerre, avec les restrictions. Oui. Ouais. Alors, je pouvais comparer quand Oui. même, disons. Et là, je pense que nos enfants et nos petits-enfants auront des difficultés, même s'ils ont des études, même s'ils ont... Surtout parce qu'ils ont une enfance très protégée, une enfance confortable, disons. Et ça ne veut pas dire qu'adultes, ils auront le même type de... Le même climat, le même contexte. Voilà, que les parents ont pu leur donner à ce moment-là. D'ailleurs, autour de moi, je me suis aperçue qu'il y a des personnes qui avaient de très belles situations parce que à l'époque, c'était plus facile de monter dans l'échelle sociale et que leurs 2 ou 3 ou 4 enfants n'ont pas les mêmes situations que leurs parents, à part peut-être 1 ou 2, mais les autres avaient des situations nettement moins confortables que leurs parents ont eu, et pas la possibilité d'y accéder, si vous voulez. Donc, pendant une grande partie de votre vie, vous avez œuvré pour améliorer le quotidien de la communauté manouche. Est-ce qu'il y avait une autre cause qui vous était chère? Écoutez, bien sûr, ma priorité, c'était Gadget Voyageur et s'occuper des Dzigas. Alors ça a été la grande cause. Alors que j'ai choisi, je ne sais pas. Je suis tombée dans la marmite comme un pauvre, si vous voulez. Disons, mais dans le quartier aussi, j'ai œuvré à travers la MJC. Oui. La cohésion sociale dans le quartier, ça c'était important pour moi, disons. Je faisais partie aussi du conseil d'administration de la paroisse, le conseil paroissial, mais j'y suis très bien tout à fait différencié, ce qui était du cultuel et le culturel à côté. Ça, j'ai toujours su faire. D'abord, je suis très attachée à la laïcité, mais je pense que dans un premier interview, je vous l'avais dit aussi, mais on peut très très bien faire les deux. L'un ressort sur l'autre aussi, ça c'est sûr, et améliore l'un par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'un, ça c'est sûr. Ce que vous apprenez dans l'un, vous l'appliquez dans l'autre et vice-versa. Dans l'autre, le tout c'est d'avoir un esprit ouvert et ne pas se buter sur des choses de radicalisation, pas du tout, voilà. Mais j'étais pas la seule dans le quartier parce qu'il y avait, j'ai eu des gens qui étaient à la MJC de tout ordre social, si l'on peut dire. En ce sens, il y avait des syndicalistes, il y avait des républicains espagnols qui étaient réfugiés ou fils de réfugiés, il y avait des personnes de bonne volonté tout simplement, il y avait ce qu'on appelait des chrétiens de gauche aussi qui étaient impliqués dans la vie sociale en dehors de la paroisse, mais qui allaient à la paroisse. C'était une paroisse très intéressante parce qu'il y avait un même pont, il y avait des réfugiés, il y avait de tout. Alors ça, c'était intéressant aussi, c'était ouvert, quoi. C'est un quartier qui était ouvert ici. Ça a été l'occasion de rencontrer plein de monde. Plein de gens. Alors je dis toujours, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai voyagé à travers Pau, à travers des gens et des communautés qui étaient totalement différentes. Vous savez, on peut très bien voyager tout près de chez soi, sans quitter, sans prendre le train, sans prendre l'avion, avec un vélo ou à pied ou un simple auto. Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose pour clôturer ces entretiens? Non, alors je me suis posé la question en me disant, comme tu voulais m'interviewer un peu sur l'évolution des femmes, qu'est-ce que pour moi c'était le féminisme? Alors je ne sais pas trop, je ne sais pas te répondre parce que pour moi c'est un féminisme qui est totalement naturel. C'est-à-dire que je ne me suis jamais sentie en complexe devant un homme parce qu'il est un homme. J'ai toujours pensé que les femmes, elles étaient complémentaires et égales des hommes dans certains domaines, tout à fait. Bien sûr, sur la forme physique, c'est très différent, mais les hommes aussi, entre eux, ne sont pas égaux. Mais ils peuvent être égaux sur le plan mental, par exemple. Alors, le féminisme, oui, je suis pour l'évolution des femmes, mais elles ont fait des pas. Il y a certainement des pas encore à faire.
Mais je ne suis pas une féministe pure et dure et outrancière comme on en voit. Je trouve qu'au contraire, ce féminisme exacerbé, comment dirais-je, nuit à la cause des femmes, souvent. Mais je suis profondément avec mes sœurs femmes, quoi, voilà. Oui. Mais j'avoue aussi que toutes mes amies, c'est des personnes de caractère, des femmes de caractère, disons. Vous n'avez jamais eu du mal à donner vos idées Alors, vous êtes toujours senti... mes idées, je fais très attention quand on me demande, je le dis, mais je fais quand même très attention, moi, à essayer de ne pas choquer les gens quand même. Hein. C'est difficile parce que comme je suis très autoritaire et assez coléreuse, il faut que je me contienne, mais quand même j'ai le respect et j'accepte que les gens, dans la mesure du raisonnable, aient des convictions totalement différentes de moi. Hein, tout à fait différentes de moi. Et je trouve qu'on est complémentaires. Moi, ça m'a beaucoup intéressé dans le travail socioculturel et justement la diversité des gens et de la façon dont ils voient les choses. Ça m'a apporté, ça m'a fait grandir, quoi, disons. Ça m'a sorti peut-être de choses qui seraient devenues prégnantes et pas très tolérantes, quoi, disons. Hein. Ça m'a ouvert l'esprit, si vous voulez. Voilà. Parce que je suis curieuse aussi. La curiosité, c'est des fois une bonne chose. C'est une qualité plus qu'un défaut, selon moi. Ben oui, voilà, et à condition qu'on s'en serve à bon escient. Quoi, Tout à fait. Je suis curieuse des autres, non pas pour savoir ce qui gagnent, ça je m'en fous, dans le portefeuille ou compagnie, ou leur mœurs ou compagnie, c'est pas ça. Mais disons, de la façon dont ils vivent différemment, parce qu'ils sont d'origine différente, c'est intéressant aussi ça. Et puis on se retrouve toujours sur des choses essentielles, il faut dire. Donc il y a toujours des points de rencontre. Voilà, on est des êtres humains. Mais en tout cas, je vous remercie Lucette, ça a été un vrai plaisir de tourner ces épisodes avec vous. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bien pour l'avenir. Et moi, je te remercie de ta présence parce que tu me donnes un coup de jeune. Merci Lucette. Un entretien réalisé par Léna Saoui pour a priori.tv.